34, 64, 77 et 55. SOS Nintendo, bonjour. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous me parliez de la Super Nintendo. Eh bien, mieux que ça, je vais vous la montrer. Sega était devenu le maître incontestable du jeu vidéo avec sa Mega Drive depuis sa sortie en 1988 au Japon, et ce jusqu'à l'arrivée en 1990 de la nouvelle console de Nintendo, la Super NES. Nintendo et Sega se sont livrés de véritables batailles commerciales, marketing et de licences exclusives. Entre une console résolument axée pour un public mature et un hardware pour un marché plus familial pour la Super NES, découvrez la console de Nintendo, la Super Famicom, comme vous ne l'avez jamais vue. PC エンジン今ホビーマシンはそのパワーを究極までに高めた迫力のビッグキャラ510 Dès 1987, Nintendo commence son projet de console 16 bits, mais NEC sort sa PC Engine qui devance tous ses concurrents en termes de puissance, mais n'aura jamais réellement percé. Puis, en octobre 1988 au Japon, Sega lance sa Mega Drive pour devancer Nintendo. La firme du plombier tarde à sortir la relève. En effet, les dirigeants sont surtout occupés par le lancement du Game Boy. Dans ce fait, la Mega Drive sortie cette année fait un ravage dans le monde, surtout en Europe et aux USA. Elle devient la console à posséder absolument. Sega d'ailleurs créa le slogan en faisant référence à Nintendo, Sega c'est plus fort que toi. Ce qui fait de la NES une console obsolète. Nintendo voulait donc une console puissante et comme d'habitude à un prix abordable, tout comme la NES. Ainsi, les personnes responsables du développement de la Famicom, Miyamoto et Yumura, sont rappelées pour s'occuper du projet de la future 16 bits de Nintendo. Miyamoto travaille donc sur la partie logicielle et Yumura bosse sur le hardware. Le nom du projet est alors nommé Super Famicom, tout simplement. Le premier prototype fut dévoilé en 1989 à la presse afin de populariser la console auprès des joueurs. La console était de couleur violette et blanche, mais la version finale sera grise et plus classique. Nintendo réussit à impressionner la presse avec le pad de la console. On savait tous que Nintendo était toujours en avance sur son temps, mais avec la Super Famicom, Nintendo va surprendre tout le monde avec la manette à 6 boutons, inventée par Miyamoto bien sûr. Pour l'époque, ce fut une véritable révolution, comme le joystick du pad de la Nintendo 64, que Sony a gentiment repris avec le DualShock. Toutefois, le prototype disposait d'une fonction originale mais qui ne sera pas préservée avec la version finale. Celle-ci est nommée le bouton Famicom. Ce dernier était très intéressant pour les possesseurs des deux consoles de Nintendo. En effet, il aurait permis de brancher en même temps la NES et la Super NES sur un seul téléviseur sans avoir à débrancher l'une ou l'autre console. Cette fonction sera remplacée par la Famicom AV sortie en 1993 pour l'anniversaire de la NES. Elle dispose d'une véritable Péritel permettant de la brancher beaucoup plus facilement. La Super NES est largement plus puissante que la Mega Drive. En effet, elle dispose de 256 couleurs affichables simultanément et graphiquement comparables à des dessins animés. La Mega Drive peut aller voir ailleurs comparée à ses 64 couleurs. La presse est encore plus impressionnée par la puissance de la Super NES avec des effets encore inédits comme la transparence, les zooms, les rotations et le mode 7. Mais au fait, c'est quoi ce mode ? Et oui, ce fameux mode 7 reste sans conteste une avancée importante dans le monde du jeu vidéo pour l'époque. En effet, celui-ci fut connu grâce à des jeux comme Super Mario Kart ou encore F-Zero. Il donne un effet de profondeur avec une fluidité exceptionnelle. C'est un des 8 modes qu'offre la machine aux programmeurs. Toujours grâce au mode 7, les développeurs peuvent utiliser les 256 couleurs pour réaliser des zooms ou rotations sur les décors. En effet, c'est surtout la console qui traduit tout cela.
car en réalité, il suffit de donner l'image et la Super NES s'occupe de tout. La console gagne alors en performance puisque le processeur central ne s'occupe pas des calculs, mais ce sont les petits processeurs graphiques qui vont s'occuper de tout. Pour terminer, ce mode offre des effets de perspective très convaincants, notamment avec Mario Kart et F-Zero. Ça y est, elle arrive. Le 21 novembre 1990, la Super Famicom arrive enfin dans les rayons japonais. Maintes fois repoussée, la console de Nintendo est annoncée au prix de 32 000 yens, soit 240 €. Un prix élevé, mais qui ne va freiner en aucun cas les ventes. La console est tellement attendue que 1,5 million de consoles ont été réservées en seulement une semaine. Mais 300 000 unités seront disponibles à sa date de commercialisation. Nintendo doit rester le plus discret possible afin de ne pas se faire voler ou piller les consoles. La console dispose à sa sortie de 2 jeux qui sont Super Mario World et F-Zero. Certes, c'est peu, mais les critiques envers ces jeux sont excellentes et se révèlent alors indispensables. C'est au tour des États-Unis de recevoir sur ses terres la Super NES. La console sort le 13 août 1991, légèrement redessinée avec un design plus arrondi et vif, qui reste toutefois assez spécial et discutable. Mais Nintendo rencontre le même problème qu'au Japon, enfin, presque, puisque, première chose, le prix est trop élevé, 199 $, et toujours pas assez d'exemplaires. Mais les Américains, tout comme les Européens d'ailleurs, n'ont pas la même culture vidéoludique que les Japonais. Et surtout, Sega a réussi à faire de Nintendo une marque enfantine et pas assez mature, c'est-à-dire ringard. Sega est très bien installé sur le sol américain et européen, et Nintendo va devoir se battre pour reconquérir les deux continents. Puisque la Super Nintendo débarque le 11 avril 1992 en Europe, et à partir de ce moment, les deux constructeurs vont mener une bataille sans merci, et deux groupes vont se créer, les pros Nintendo et les pros Sega.